l'époque, j'étais pas du tout une bonne commerciale, j'y connaissais absolument rien et je galérais pas mal à vendre. Et je me suis beaucoup formée et c'est grâce à ça qu'on a pu, voilà, on s'est vraiment mis à faire du chiffre d'affaires. On a arrêté de gagner uniquement les deals qu'on n'aurait vraiment pas pu perdre et ça a vraiment fait la différence. Et là, maintenant, dans la société qui a racheté Linky, j'ai aussi mis en place les techniques que je vais vous apprendre là et ça a permis notamment de doubler le chiffre d'affaires de la boîte. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider. C'est vraiment orienté grand compte. Donc, vous allez voir, c'est assez dense, mais tout est exploitable et utile en fonction du niveau de deal que vous avez. Avant de commencer sur ce que c'est que vraiment à proprement parler du sales B2B, je crois que vous êtes pour la plupart en start. Et du coup, je voulais vous dire qu'avant même de comprendre ce que c'est qu'un cycle de vente, il faut formaliser une stratégie commerciale. Donc, il y en a parmi vous qui en sont vraiment au début et c'est hyper important de commencer par formaliser son offre commerciale, c'est-à-dire savoir ce que vous vendez, qu'est-ce que vous vendez, à quel prix est-ce que vous le vendez. Il faut que vous puissiez déterminer quels sont les objectifs que vous voulez atteindre dans l'année, c'est-à-dire combien vous avez prévu de faire de chiffre d'affaires dans l'année, que vous puissiez le décliner en objectifs trimestriels, mensuels pour pouvoir les suivre, que vous sachiez quels sont les indicateurs que vous allez vouloir suivre. Est-ce que par exemple vous savez ce que c'est que le MRR? Est-ce que, voilà, quels sont les indicateurs que vous allez vouloir suivre dans votre stratégie commerciale? Hyper important aussi, il faut que vous puissiez connaître votre cible principale. Donc, votre cible principale, ça va être qui est la personne qui va signer votre devis. Est-ce que la personne qui signe votre devis, c'est la personne qui va utiliser votre produit? Est-ce qu'il y a plusieurs interlocuteurs dans ce cadre-là? Il faut que vous connaissiez tout ça, que vous puissiez, du coup, une fois que vous avez identifié votre cible, la prospecter. Donc, prospecter votre cible, c'est tout ce que vous allez pouvoir mettre en place pour obtenir un premier rendez-vous qui va vous permettre de rentrer dans le cycle de vente avec cette personne-là. Et avoir les bons outils pour suivre ça. Je ne sais pas si vous avez tous déjà mis en place des outils. Pour moi, c'est vraiment prioritaire de pouvoir suivre votre process de vente dans un CRM. Donc, moi, j'utilise Salesforce parce que j'ai eu la chance de pouvoir tout de suite travailler avec un outil très dimensionné, mais je ne vous le conseille pas si vous êtes au début de l'aventure. Mais il y a plein de CRM qui sont très bons. Il y a HubSpot, il y en a beaucoup qui vous permettent de suivre votre process de vente. Et sans ça, c'est vraiment travailler à l'aveugle. Donc, vous pouvez presque même pas avancer. Avoir les bons outils, ça va être aussi un peu upgrader vos outils d'email et d'emailing que vous utilisez par des petits plugins comme par exemple Mixmax qui va vous permettre de traquer les mails que vous envoyez, de suivre qui les a ouverts, qui les a transférés, etc. Donc toutes ces questions-là, ces 6 points, il faut absolument que vous vous les posiez avant de commencer même à rentrer dans une stratégie commerciale. Il faut que vous ayez les réponses à tout ça. Après, les réponses peuvent évoluer. Votre offre commerciale, elle peut évoluer, vos objectifs aussi, mais il faut que vous ayez déjà ce cadre de référence pour commencer. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Mixmax ou pas? Il y en a qui l'ont déjà utilisé? Est-ce qu'il y en a qui traquent leurs emails? Ok. Alors ça, c'est carrément la première chose que je vous conseille de faire. J'imagine que vous êtes tous sur Gmail. Téléchargez le plugin Mixmax quand on a fini la formation et vous allez voir ce que ça fait que de pouvoir, vous allez être obligé de toute façon de prospecter votre cible et de lui envoyer des emails. Et en fait, ça change tout de savoir à quel moment est-ce que la personne a ouvert votre email, est-ce qu'elle l'a ouvert, de pouvoir mettre en place des cycles de relance automatisés. Avant de commencer même sur le cycle de vente, je voudrais vous parler exactement de ce que c'est que les étapes de la vente, c'est-à-dire tout ce que vous allez devoir faire pour arriver à la contractualisation. Et la première étape, c'est obtenir le rendez-vous numéro 1 avec un prospect. C'est dans du sales B2B qui va être un peu du sales grand compte. L'étape numéro 1, c'est l'obtention du rendez-vous numéro 1 qui va vous permettre de qualifier votre prospect. L'objectif de qualifier votre prospect, ça va être de pouvoir vous rendre compte si oui ou non il y a un projet et donc pouvoir vous concentrer sur les projets qui peuvent aboutir. Une fois que vous avez fait cette étape de qualification, qui est l'étape la plus importante dans le process de vente, vous aurez
probablement un rendez-vous qui va vous permettre de présenter la valeur, de commencer à construire le projet avec la personne. Ensuite, vous aurez un rendez-vous probablement aussi de démo. C'est important que ça n'intervienne pas trop tôt dans le cycle de vente. C'est important que vous gardez votre énergie, que vous n'alliez pas répondre aux attentes du prospect parce qu'il vous le demande, mais que vous y répondiez au moment où c'est pertinent dans votre cycle de vente pour aboutir. Donc ensuite, vous allez construire une proposition commerciale. L'idéal, ce sera de la construire vraiment en co-construction, enfin en tout cas de donner l'impression que c'est une co-construction, parce que vous avez votre proposition commerciale qui est globalement toujours la même, mais vous allez donner l'impression à la personne que vous la construisez ensemble. Ensuite, il y aura l'étape de la négociation et enfin la contractualisation. Ces étapes-là, elles sont vraiment... vous ne pouvez pas passer une de ces étapes. Enfin, si la seule étape que moi j'arrive à passer en général, c'est la démo. Souvent, j'arrive à vendre des gros projets sans faire de démo, mais ça dépend de pas mal de choses. Mais vous allez devoir passer l'ensemble de ces étapes-là pour aboutir à la vente. Du coup, ce dont on va parler, nous, plus précisément pendant la formation, donc, c'est la première partie sur la qualification, parce que c'est essentiel. C'est vraiment, ça vous permet d'ouvrir les yeux. Ensuite, sur l'argumentaire, donc c'est-à-dire comment est-ce que vous allez pouvoir présenter votre projet, votre produit pour vendre la valeur au mieux. Et la prochaine fois, on parlera plus du terrain de jeu du cycle de vente, c'est-à-dire tous les interlocuteurs qui vont venir intervenir dans le cycle de vente et qu'il va falloir convaincre, et aussi plus en détail de comment driver la relation. Parce que souvent, nous, en tant qu'entrepreneurs, on croit énormément en notre projet, on est plein de bonne volonté et on va donner énormément et on ne va pas demander assez en retour. On va avoir l'impression que si on donne tout, eh ben, ça va plus marcher et souvent, ce n'est pas le cas en fait. Donc, il faut driver la relation comme dans la séduction, c'est-à-dire je fais un pas, j'attends un pas. Et donc, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut mettre en place des mécanismes qui vont faire que la personne en face de nous se sente autant honneur du projet que nous et donc contribue à le faire avancer au même rythme que nous. Avant de commencer, je vais quand même vous dire 2-3 choses sur la posture dans laquelle vous devez vous trouver dans le cadre de la vente. C'est-à-dire que vous avez réussi à obtenir votre premier rendez-vous de qualification. Ça, c'est génial. Avant ce rendez-vous-là, il ne faut surtout pas avoir envoyé vos flyers, vos présentations, etc. Votre objectif à vous, c'est d'obtenir ce rendez-vous-là et d'obtenir des informations. Et si vous donnez trop d'informations au départ, vous allez avoir moins de chances en fait d'avoir ce rendez-vous-là. Mais dans la posture que vous devez avoir, essayez de comprendre la personne. Donc, on oublie de faire des prises de notes en mode bullet point pendant la qualification. On garde totalement les verbatims de ce que la personne nous dit. Parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment quelles sont ses craintes, quelles sont ses attentes, quelles sont ses envies. Et en gardant la totalité, en notant en fait au kilomètre ce que le prospect va nous dire, quand on va revenir sur nos notes, on va beaucoup mieux comprendre ce que la personne a voulu dire, plutôt que faire ce que moi je faisais beaucoup, c'est-à-dire noter en fait des bullet points, des trucs qui m'intéressent, et de pas noter ce qui m'intéresse pas. Sauf qu'en fait, ce qui m'intéresse pas, c'est ça qui va être important. Pendant l'entretien, il faut poser que des questions ouvertes. On a un peu envie d'orienter la personne, à lui faire dire ce qu'on a envie qu'elle nous dise, et donc on va pouvoir poser des questions fermées de temps en temps qui vont orienter ça. Or, c'est pas du tout ce qui est important dans la qualification. Dans la qualification, notre objectif, c'est pas de convaincre, c'est de comprendre. C'est vraiment ça. C'est de comprendre quels sont les enjeux de la personne. Et ensuite, de se rappeler toujours que ce qui est important, c'est ce qu'on ignore. Donc, ça va être super important de laisser au maximum parler le prospect. Ça va être lui qui parle 80% du rendez-vous. C'est super important. Vous allez vous rendre compte qu'un bon vendeur, c'est quelqu'un qui va être dans le chemin. C'est-à-dire qu'il va accompagner la personne dans un objectif commun qui est la réussite d'un projet. Donc, vous n'êtes pas un vendeur de tapis, en fait. Vous êtes là pour améliorer quelque chose, vous proposer une valeur. Et donc, vous devez comprendre quels sont les mécanismes qui fonctionnent pour la personne en face de vous pour l'amener à comprendre la valeur de ce que vous proposez et pour l'amener à aboutir à la vente. Sur la qualification, donc, on va parler de 4 points qui vont vraiment vous permettre de faire une bonne qualification, donc un bon premier rendez-vous. Avant la qualification, comment on décroche un rendez-vous? Je vous fais juste un petit point sur ça. On pourra faire quelque chose dédié à la prospection. Là, moi, je vous parle du cycle de vente. Je vous ai fait juste un petit débrief sur le reste au global. En fait, avant le cycle de vente, il y a toute la phase de prospection. Cette phase de prospection-là, c'est une fois que vous avez identifié qui est votre cible. Donc, en l'occurrence, dans mon cas,
Ma cible, ce sont les DRH. J'ai identifié cette cible-là. Mon objectif numéro 1, c'est d'obtenir un rendez-vous avec ces DRH-là. Donc, ce n'est pas de leur envoyer ma présentation, ce n'est pas de faire en sorte qu'ils me connaissent, c'est d'avoir un rendez-vous avec lequel je vais pouvoir échanger. Comment est-ce que je fais, moi, dans mon cas, mais il y a plein de solutions hein, que vous pouvez mettre en place. Moi, ce que je fais, c'est que je réunis une base de DRH qui peuvent être intéressés et je leur fais partir des emailing parce que alors c'est pas des emailing marketing, ce sont des emailing commerciaux. Donc je le fais avec Mixmax parce que Mixmax ça me permet en fait de créer des templates d'emails qui vont donner l'impression à la personne que je leur envoie un email personnalisé qui est pas du tout marketing, donc c'est vraiment comme un email. Et dans mon email, je vais mettre donc moi je fais 3 séquences. J'en envoie une pendant 3 semaines en fait. Et je vais leur dire, ça va être un email très très court parce que mon objectif, c'est pas vraiment c'est juste de piquer leur curiosité et d'obtenir un rendez-vous téléphonique. C'est pas tout le reste, je m'en fous. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Du coup, ça va être un email du type bonjour Untel. Est-ce que vous avez des enjeux en matière, peut-être, admettons dans le contexte là actuel, dans le contexte actuel de la crise du Covid, j'imagine qu'une grande majorité de vos collaborateurs sont en télétravail. Peut-être que c'est pertinent pour vous en ce moment de vous questionner sur comment est-ce que ça se passe pour eux et peut-être avez-vous besoin d'indicateurs qui vous permettent de savoir ce qui se passe en termes de climat social dans votre entreprise dans ce contexte. Chez Zest, nous proposons une solution qui permet d'accompagner les collaborateurs dans cette démarche et qui vous permet d'avoir des indicateurs. Si c'est un enjeu qui est pertinent pour vous, je vous propose d'en discuter rapidement par téléphone. Et ensuite, je vais proposer 3 dates. Parce que mon objectif à moi, c'est de simplifier au maximum la démarche pour que lui, il aboutisse à on prend rendez-vous. Et donc, je lui propose 3 dates. Je lui dis pas revenez vers moi, parce que revenez vers moi, ça veut dire que il doit se questionner, mais quand, mais quoi, il va jamais le faire. Et donc, je simplifie au maximum et j'oriente son esprit en disant ah tiens, peut-être que ça c'est intéressant. Et ensuite, je le questionne sur 3 dates parce que du coup, la question c'est plus est-ce que oui ou non je prends un rendez-vous avec elle, c'est à quelle date est-ce que je prends ce rendez-vous. C'est un tout petit mécanisme d'orientation qui vient simplifier les choses. Ensuite, du coup, il n'a plus qu'à me répondre sur la date. Et après, en général, je mets une phrase en dessous qui dit si aucune des dates ne vous convient, voici un lien vers mon calendrier en ligne pour prendre rendez-vous. Du coup, une fois que tu as réussi à obtenir ce rendez-vous-là, avec ta séquence d'email par exemple, ou sur LinkedIn, ou parce que tu as échangé, je ne sais pas comment, ton objectif, ça va être de qualifier la personne qui est en face de toi. Donc, tu commences le rendez-vous en sécurisant la personne. Donc, tu rappelles le timing. Moi, je prévois une demi-heure en général. Donc, je dis toujours, on a un rendez-vous pour une demi-heure. Est-ce que c'est toujours bon pour vous? Et donc, ça, c'est une technique qui est assez importante, c'est que tu vas toujours demander, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est bon pour vous? Et tu rappelles l'objectif du rendez-vous. Donc, l'objectif du rendez-vous, c'est comprendre votre organisation, comprendre quels sont vos enjeux et voir si on peut s'apporter mutuellement quelque chose. Donc là, tu es super honnête. Donc, qu'est-ce que c'est ton objectif? C'est de le comprendre. Qu'est-ce que je me suis noté, moi? Je dis souvent, mon objectif, c'est de comprendre votre organisation, votre contexte et votre besoin pour identifier si on peut monter un projet commun sur le sujet ou pour préparer un prochain meeting, etc. Donc ensuite, je me présente et je présente mon entreprise en 3 secondes. Donc ça, c'est très simple. Tu as 3 secondes pour être vue par la personne en face de toi comme une experte. Donc, moi, je dis, j'ai fondé une entreprise qui gérait de l'écoute interne des collaborateurs. Je l'ai revendue au leader du marché il y a 1 an et maintenant, je dirige le département commercial de ce service. Et chez Zest, on est les leaders du marché français sur l'écoute interne des collaborateurs. Voilà. Et je m'arrête là. Donc ensuite, on va parler de l'identification de son prospect. Ensuite, je vais vous dire comment est-ce qu'on poursuit la qualification, mais il faut d'abord que vous sachiez à qui vous parlez. Selon l'état d'avancement de votre marché, vous allez être confronté à plusieurs types de prospects. Et moi, par exemple, avant de me former sur du sales, je n'arrivais à gagner des deals que sur des acteurs qui avaient déjà décidé qu'ils allaient bosser avec moi. Donc, ils étaient vraiment sur la partie « je choisis un acteur ». Mais en fait, ton prospect, il va être dans une de ces catégories-là. Soit il va considérer que tout va bien, il n'a pas vraiment besoin de changer quelque chose dans son entreprise. Et dans ce cas-là,
ton travail à toi, ça va être d'évangéliser. C'est-à-dire de lui faire prendre conscience qu'il faut changer quelque chose. Et il y a une méthode pour ça. Ça s'appelle le spin et je vais vous la présenter. Vous pouvez être confronté à quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose à changer, mais qui ne va pas passer à l'action encore. Et votre objectif dans la qualification, c'est d'identifier est-ce que cette personne peut passer à l'action. Et donc, il faut valider les 4 éléments de la qualification. Et je vous le montrerai après. L'idée, c'est de l'amener à passer de l'idée au chantier. Si vous êtes confronté à quelqu'un qui a déjà décidé de changer, là, c'est génial, parce que vous allez pouvoir construire le projet avec lui. Et en général, dans ce cadre-là, vous avez des chances de même pas être mis en concurrence. Et le dernière étape, c'est je suis face à un acteur, et dans ce cas, en général, c'est sur un marché qui est plutôt un peu plus mûr. Donc, les gens ont déjà conscience de la valeur de ce que vous apportez, mais par contre, ils hésitent entre vous et des concurrents. Donc là, c'est sûr qu'il y a un projet, c'est super, mais par contre, il faut vous démarquer par rapport aux autres acteurs du marché. Donc, votre objectif dans le cadre de la qualification, ça va être d'identifier où en est votre interlocuteur et en fonction de là où il en est dans son process interne, de l'accompagner vers la fin du cycle de vente. Votre objectif dans ce cadre-là, c'est de le comprendre, c'est pas de vendre votre produit. En fait, donc ça va vraiment faire la différence dans la relation que vous allez bâtir avec la personne. Donc, il faut être chemin, il faut l'accompagner. Vous identifiez où la personne se situe et vous allez l'amener à cheminer jusqu'à la fin du cycle de vente. Vous n'êtes pas là pour vendre à tout prix votre produit, de tout présenter et de dire c'est génial, c'est ce qu'il vous faut. Il y a 4 éléments qui vont valider le passage d'une idée à un projet. Et l'objectif de la qualification, en plus d'identifier où se situe la personne, ça va être d'identifier s'il y a un projet. C'est votre enjeu dans le cadre de la qualification. Votre enjeu, ce n'est pas que la personne comprenne totalement ce que vous faites, qu'elle comprenne la valeur, c'est dans un second temps, ça on en a parlé. Votre enjeu à vous, c'est de savoir est-ce que ça vaut le coup que je mette de l'énergie dans cette personne-là, dans ce projet, parce que ça peut aboutir. Et il faut absolument valider ces 4 points. Donc le premier point que vous devez valider, c'est y a-t-il un enjeu dans l'entreprise? Y a-t-il un déclencheur? Donc une fois que vous êtes présenté, vous allez demander à la personne, qu'est-ce qui a déclenché une réflexion en ce sens chez vous? Quels sont vos enjeux en matière dans mon cas, en matière d'écoute interne? Qui a déclenché cette réflexion? Ah oui, je demande aussi quels sont les éléments qui font qu'aujourd'hui, vous êtes intéressé pour obtenir ça. Vous avez besoin de comprendre quels sont les enjeux de l'entreprise par rapport au projet et quels sont les enjeux de la personne par rapport au projet. C'est très important. Les enjeux de l'entreprise, ça va vous permettre de savoir qu'est-ce qui fait un petit peu mal dans l'entreprise, pourquoi est-ce qu'ils veulent mettre ça en place et toujours vous y raccrocher. Qui a déclenché cette réflexion? C'est hyper important de le savoir parce que, par exemple, dans mon cas, si c'est le DRH qui a déclenché cette réflexion, c'est bien parce que ça va être mon acheteur, mais ça signifie qu'il va devoir, dans mon cas, négocier avec son comité de direction. Si par contre, le déclencheur, c'est en fait, on a fait une réunion de CODIR là, le mois dernier, et là, c'est grave, et donc il faut absolument qu'on mette un truc en place. Là, je sais que le déclencheur, il est extrêmement fort. Je sais que l'enjeu, il est très fort. Et donc, je vais pouvoir raccourcir mon cycle de vente, je vais pouvoir aller beaucoup plus vite. Si l'enjeu, c'est je trouve que ça pourrait être intéressant, ok, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous attendez? Il faut que vous compreniez vraiment. Donc ça, c'est pour les enjeux de l'entreprise et il faut que vous compreniez aussi les enjeux de la personne parce que la personne que vous allez avoir en face de vous, il va falloir l'amener à vous aider. Et donc, c'est important de comprendre qu'est-ce qui est important pour elle. Est-ce que ce qui est important dans ce projet, c'est que ça va simplifier son travail? Est-ce que ce qui est important dans le projet pour elle, c'est qu'elle va pouvoir se valoriser auprès de son boss, auprès de sa direction? Qu'est-ce que ça va lui apporter personnellement? Alors, elle ne va pas vous le dire comme ça, mais il faut que vous le sachiez. Il faut que vous arriviez à le savoir parce que derrière, vous allez pouvoir jouer là-dessus pour l'aider à vous aider. Et alors, s'il n'y a pas d'enjeu, il n'y aura pas de projet. Même si la personne vous dit que ça lui plaît, il n'y a pas de projet s'il n'y a pas d'enjeu. Et donc ça vous permet aussi d'avoir un indicateur très fort. Parce que vous pouvez sortir de réunion et vous dire « Putain, c'était trop génial, la personne avait l'air emballée. » Et puis en fait, vous n'avez pas les informations et le projet n'aboutira pas. Donc ensuite, il vous faut des décisionnaires et un commanditaire. C'est-à-dire, il faut que vous identifiez qui sont les parties prenantes de ce projet. Ma grande erreur à moi, c'était que je considérais que
En fait, parler avec mon interlocuteur 1, celui avec qui je faisais la qualification, c'était suffisant pour vendre. Mais c'est pas vrai, parce que dans mon cas, c'est un cycle de vente complexe. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont parties prenantes et qui vont pouvoir mettre un veto sur la vente ou qui vont avoir peur, qui vont pas avoir envie. Ça touche tous les collaborateurs de l'entreprise, donc c'est un cycle complexe. Et si c'est un cycle complexe, il faut que je sache qui sont les autres parties prenantes du projet. Donc moi, dans la qualification, je demande qui sont les autres parties prenantes, quels seront les autres interlocuteurs impliqués dans le process de décision. C'est hyper important parce que si le DRH me dit ah bah il y a aussi la direction de la communication qui fait des enquêtes internes et puis il y aura aussi le DG, moi je sais derrière que dans le cycle de vente, il va falloir que je parle à ces personnes-là. Et je peux pas, je peux pas ne pas le savoir. Et s'il n'y a pas de décisionnaire, qui est le décisionnaire final? Qui va signer le devis? Qui va acheter? Si je ne sais pas ça, je ne peux pas aboutir ma vente. C'est trop aléatoire. Bon, souvent, le mieux, c'est quand tu arrives directement à parler à ton décisionnaire ou à ton commanditaire. Si tu parles au stagiaire du service RH, par exemple, eh ben, c'est compliqué parce que lui, il va dire bah, le décisionnaire, c'est le DRH. Et là, il va falloir grimper jusqu'à parler au décisionnaire final. Et si, en fait, on ne peut pas vendre si on ne parle pas au décisionnaire. Super important. Ensuite, de l'argent. Alors, je sais qu'en France, on n'aime pas trop ça et que c'est un peu compliqué. Mais en fait, dans la qualification, il faut savoir, est-ce qu'il y a de l'argent prévu pour ce projet-là? On n'est pas là pour s'amuser. Hein. On est là pour vendre un truc. Et on est là pour le faire avec bienveillance. Mais on est là, on ne va pas travailler gratuitement. Donc, il faut que la personne ait une ligne au budget. Donc, moi, je demande ça. Je dis, est-ce que vous avez une ligne au budget pour ce projet? Quel département prend à la charge ce budget-là? Qu'est-ce que je dis? Est-ce que vous allez devoir négocier en interne un budget ou est-ce que le budget est déjà alloué? Et alors, ce qui est génial, c'est quand on est face à quelqu'un qui nous donne beaucoup d'informations, elle nous dira, bah oui, mais par contre, on a un budget entre temps et temps ou pas. Mais s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de projet. Alors ça, c'est clair. Et c'est un truc que vous devez savoir pendant la qualification. Ensuite, il faut un timing et un périmètre. Alors moi, je dis un périmètre parce que dans mon cas, c'est de la licence par nombre de collaborateurs. Donc moi, je dois savoir dans la qualification quelle est la dimension du projet. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui a envie de déployer mon outil pour 10 personnes et ça ne va rien me rapporter? Et donc du coup, clairement, je ne vais pas passer la même énergie que pour quelqu'un qui va me déployer sur 9000 personnes. Et là, on parle de choses sérieuses. C'est super important. Votre temps, il est compté, vous ne pouvez pas passer de l'énergie pour rien. Donc ça, il faut qualifier la dimension du projet. Et ensuite, il faut qualifier le timing. S'il n'y a pas de timing, votre projet, il va tomber à l'eau. Vous ne pouvez pas aboutir à un projet sans timing. Du coup, il faut savoir, il faut poser la question tout simplement, à quelle échéance envisagez-vous un déploiement? Avez-vous identifié un événement interne? En fait, le mieux, c'est s'ils ont une échéance qui est forte. Par exemple, dans mon cas, c'est et bien là, on est en confinement, il faut que ça soit déployé avant la fin du confinement. Ça, c'est génial. Parce que là, j'ai un événement extérieur qui oblige à cadrer le truc. Et moi, je pourrais toujours y revenir pour faire avancer. Ou alors, j'ai une grande messe dans mon entreprise, je veux en parler à ce moment-là. Donc, ce genre de choses. Donc, il faut absolument valider les 4 éléments de la qualification pendant cette réunion-là, c'est super important. Après, ça ne veut pas dire que vous n'expliquez pas ce que vous faites. Hein. Moi, j'explique vraiment en 2 phrases ce qu'on fait et ensuite, je fais parler la personne sur tous ces éléments-là. Et à l'issue du rendez-vous, donc à la fin du rendez-vous, je me dis bon, ben, c'est très clair pour moi. Je comprends beaucoup mieux votre contexte et vos enjeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous préparer une présentation et on va faire un prochain rendez-vous et je vais vous expliquer exactement comment on travaille. Alors, c'est pas vrai, hein, ma présentation, c'est globalement toujours la même. Mais je lui donne l'impression qu'en fonction de ce que j'ai appris, je prépare quelque chose pour lui et qu'on va avancer comme ça. Et là où c'est très intéressant, c'est que en faisant ça, je lui ai fait prendre conscience de plein de choses et ça va faire un petit chemin jusqu'à notre prochain rendez-vous. C'est super important. Un point hyper important que je dois vous dire sur ça, c'est qu'on clôture toujours un rendez-vous par une prise de prochain rendez-vous. On ne raccroche jamais sans avoir un autre rendez-vous. C'est prioritaire parce que votre temps, c'est pas de attendre que quelqu'un vous rappelle. On n'attend pas que les gens nous rappellent. C'est relou de faire ça. On ne va pas passer 1000 ans à rappeler les gens, machin, ils ne sont jamais dispo, c'est l'enfer. Donc, à l'issue du rendez-vous, on vous dire bon ben c'est parfait, je vous propose que du coup on fasse un prochain rendez-vous pour vous présenter la valeur de ce qu'on a. Et comme vous n'avez pas vraiment expliqué tout,
en fait, la personne, elle est encore intriguée, elle n'a pas les infos, elle en a besoin de ces informations-là, donc elle va vous dire oui. Et alors là, la technique, moi j'adore faire ça, ça marche très très bien, c'est dire bon ben c'est super, on programme un prochain rendez-vous, on fera un partage d'écran et je vous ferai une présentation. Donc la personne est très contente. Et là, vous dites, je vous propose mardi à telle heure, est-ce que ça vous va? La personne va vous dire oui ou non, elle regarde son agenda. En fait, vous l'amenez à cheminer jusqu'à la prise de ce rendez-vous-là. Elle regarde son agenda, elle vous donne l'horaire qui lui convient et c'est cool. Et ensuite, vous clôturez toujours par un bon, ben, je vous envoie une invitation et on bloque ce moment-là. Et ça va être le cas dans tout le cycle de vente. Vous ne clôturez jamais tant que vous n'avez pas un rendez-vous, un prochain rendez-vous. Sauf si vous avez estimé pendant la qualification qu'en fait, il n'y aura pas de projet. Auquel cas, la personne peut vous dire je reviens vers vous et vous vous en foutez. Si tu es sur un tout petit projet, avec un seul interlocuteur, etc., tu peux le faire dans la foulée. Mais l'objectif de cette méthode-là, c'est que tu puisses aboutir ta vente. Et pour aboutir ta vente, il faut que la personne, elle ait commencé à réfléchir à ce que tu lui as dit, qu'elle en ait éventuellement parlé en interne et qu'ensuite, elle continue à avancer avec toi. En fait, multiplier le nombre de rendez-vous, c'est l'amener dans un chemin qui va l'amener à la vente. Et du coup, si tu fais tout d'un coup, tu lui auras donné plein d'infos, plein de trucs, et derrière, ça va être super difficile d'avancer. Ça dépend. Mais après que tu es qualifié, tu vas faire un rendez-vous de présentation de valeur, toujours avec ton ambassadeur, la personne avec qui tu parles, parce qu'elle, elle aura besoin d'avoir quand même de la matière pour pouvoir convaincre un peu plus en interne. Ce n'est pas vraiment forcément le moment où tu as besoin de rajouter un décisionnaire, parce qu'il faut déjà que tu sécurises cette personne-là. Je n'organise jamais de rendez-vous avec plusieurs personnes si je n'ai pas pu avoir l'ensemble des interlocuteurs au téléphone individuellement avant. Donc, on ne fait pas un rendez-vous de qualification où derrière, on se retrouve avec la personne qui nous dit « Ah ben j'ai invité un tel et un tel et un tel à faire le truc. » Non, non, on ne fonctionne pas comme ça. Parce que là, ça se transforme en du tourisme commercial où en fait, les gens sont juste là pour apprendre des trucs et on n'est plus dans la co-construction. Et toi, tu ne peux plus driver ton truc. Parce qu'en fait, tous les gens que tu dois avoir en face de toi, tu dois comprendre leur mécanisme, tu dois comprendre ce qu'ils attendent et tu ne dois pas te faire avoir. Donc, c'est super important de. C'est pas à ce moment-là que tu vas mettre d'autres personnes. Il faut d'abord que tu sécurises cette première personne pour que tu puisses vraiment compter sur elle. Donc, oui, je vous ai fait un petit récapitulatif de ce que vous devez faire pour votre qualification. Donc, vous rappelez l'objectif de la réunion, votre présentation rapide, hop, les enjeux, le décisionnaire, est-ce qu'il y a de l'argent, est-ce qu'il y a un timing, est-ce qu'il y a un périmètre. Et vous allez devoir toujours vous poser la question, quel est l'intérêt de l'interlocuteur? Quelle est sa pièce? Alors, quelle pièce il est? Ça, je vous l'expliquerai dans la prochaine présentation. Mais en fait, la pièce, en fait, on considère que dans le cycle de vente, tous les interlocuteurs qui sont en lien avec le cycle de vente vont avoir un rôle. Et en fonction de son rôle, on va se comporter d'une manière ou d'une autre avec lui. Quelle est sa puissance interne? Je vois qu'il y a une petite coquille en plus. La puissance interne, c'est est-ce que l'interlocuteur à qui je parle, il est influent dans l'entreprise ou pas? C'est quelque chose qu'il faut savoir. Est-ce qu'il est sur le départ dans l'entreprise? Est-ce qu'il vient d'arriver? Et que s'il vient d'arriver, en fait, il va peut-être moins avoir envie de se mouiller pour porter un projet. Ou au contraire, il a besoin de se faire reconnaître. Et du coup, vous allez pouvoir vous appuyer sur lui. Donc, il va falloir identifier ces éléments-là. Il faut que vous sachiez quelle est la suite du process. Moi, par exemple, maintenant, ça fait 4 ans que je vends sur mon produit et le marché a énormément changé en 4 ans et maintenant, il s'est énormément structuré. Ce qui fait que les étapes de la vente en interne dans les entreprises sont plus ou moins toujours les mêmes, donc je les comprends. Mais vous, selon votre projet, vous ne le savez pas forcément. Du coup, c'est important de le demander. Quelles sont les étapes internes que vous voyez pour faire avancer ce projet? Ah je vais devoir convaincre un tel, et puis il y a la réunion de validation du budget qui se fait à telle date, et puis nanana, et puis truc. Vous devez comprendre ça. Il faut le savoir, donc il faut le demander. Alors, ce qui est super bien aussi, c'est de demander avec quelle personne pensez-vous qu'il faut que j'échange avant notre prochaine réunion. C'est-à-dire, si on doit construire le projet ensemble, qui est-ce qu'il faut convaincre? Avec qui est-ce que je dois échanger? Donc ensuite, on va faire soit une première réunion méthodologique, qui est en fait une réunion de partage de valeurs, soit il faut obtenir les contacts des autres interlocuteurs dont on a entendu parler pendant cette réunion-là, pour pouvoir échanger avec eux. Ça peut se faire dans un second temps après la réunion de présentation de la valeur. Donc ça, votre objectif à vous, j'espère que c'est assez clair que sur la qualification, votre objectif à vous,
c'est de savoir est-ce que ça vaut le coup de mettre de l'énergie dans ce projet-là. Et de ne pas vous laisser avoir parce que la personne est sympa ou qu'elle a l'air intéressée ou que machin. Parce qu'en fait, il y a des éléments concrets qui montrent qu'un projet, ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Et ensuite, pourquoi on ne se déplace pas? Ah oui, alors ça, je ne sais pas si vous faites cette erreur, vous aussi. Moi, je la faisais vachement au début. C'est que j'adorais me déplacer pour les premiers rendez-vous. J'obtenais un rendez-vous, je disais, ah, on va le faire en physique. J'avais l'impression que ça allait changer quelque chose. Sauf qu'en fait, ça change quelque chose, oui, mais pas à ce stade-là. En fait, dans la qualification, ça vous permet de savoir si oui ou non ça vaut le coup de mettre de l'énergie. Et si vous vous déplacez, vous allez dépenser de l'énergie sans même savoir s'il y a un projet. En gros, si on imagine une courbe qui est le niveau de stress de votre interlocuteur, il faut imaginer que au tout début du projet, quand on est vraiment dans la qualification, votre interlocuteur est totalement dans sa zone de confort. Il n'est pas du tout stressé, donc il n'a pas besoin d'être rassuré. Mais au fur et à mesure que vous allez avancer avec lui, vous allez le faire cheminer. Il va dire, ah tiens, les enjeux, blablabla, il y a tout ça. Ah tiens, la valeur, blablabla, il y a tout ça. Ah tiens, la démo, ah c'est sympa. Ah le projet, là on commence à le construire. Ah putain, là, ça commence à toucher hors de ma zone de confort parce que maintenant, il faut que je me batte en interne pour ce projet-là, il faut que je le présente au CODIR, il faut que je négocie un budget, il faut que je m'engage. Là, le niveau de stress, il augmente fortement. Et c'est une fois que le niveau de stress est très haut que vous devez dépenser un maximum d'énergie pour rassurer la personne. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vous déplacer. C'est à la fin, c'est pas au début. Tu vois, par exemple, j'ai eu de la chance pendant le confinement là, de signer le plus gros contrat qu'on ait jamais signé dans ma boîte. Donc, j'ai réussi à signer la Massif sur ces 9000 collaborateurs. C'était 170 cas. Et j'étais bloquée depuis super longtemps sur la Massif. Ça faisait un moment que je bossais avec eux. J'arrivais jamais à avoir le décisionnaire final, qui est la DRH. Et j'ai dû échanger avec, je pense, je sais pas, 20 personnes. J'ai dû avec 20 personnes, sauf qu'en fait, il y avait pas, j'avais jamais accès au décisionnaire final. Et là, on a eu un compelling event très fort qui est, ça y est, on est en situation vraiment où tout le monde est en difficulté. On a eu, tout d'un coup, il y a eu un portage du projet très fort, c'est-à-dire que le DG a dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on dise à nos collaborateurs qu'on va les accompagner. La DRH a dit, OK, on a un outil potentiel, on en entend parler, etc. Et là, j'ai eu accès à elle et j'ai pu tout valider en 2 semaines, en fait. Donc, un compte complexe, ça peut aller de j'ai 4 interlocuteurs, 3-4 interlocuteurs, à j'ai une vingtaine d'interlocuteurs. Si c'est un très gros compte, ça dépend. Valide que, même si tu as beaucoup d'infos, valide que tu as ces 4 éléments d'information. Que si tu les as pas, bah, en fait, c'est que il te manque des infos. Si par contre tu as des réponses à tout ça, bah, peut-être que tu peux juste faire confirmer ces éléments-là. Dire à la personne en face de toi, bah, les informations que j'ai eues, c'est ça. Sur les enjeux, j'ai ça. Je crois savoir que vous avez envie de lancer ça pour telle raison sur ce truc. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez compléter, confirmer avec moi? Le mieux que vous pouvez avoir à faire après votre qualification, c'est vous poser ces questions-là. Donc, je vous les ai récapitulées parce que comme vous aurez la présentation après, vous pourrez vous en servir. Il faut que vous puissiez répondre à toutes ces questions-là. Si vous ne pouvez pas répondre à ça, c'est que votre qualification n'est pas bonne. Est-ce que j'ai identifié les 4 éléments de la qualification? Quel est le rôle de mon interlocuteur dans l'entreprise et dans le projet? Ce qui va être décisionnaire ou pas? Quelle est sa puissance interne? Quel est le besoin qu'il a exprimé? Quel est son intérêt personnel dans le projet? Quelles sont ses craintes? Dans mon cas, par exemple, j'identifie très très vite les craintes de mon interlocuteur. Bon, maintenant, je les identifie vite parce c'est souvent les mêmes. Par exemple, comme c'est une population de RH et que mon projet touche l'ensemble des collaborateurs, les craintes qui reviennent souvent, c'est est-ce que l'outil est solide ou est-ce que je vais me retrouver à un moment avec plein de bugs et que ça va me retomber dessus? Et est-ce que vos données sont bien sécurisées parce que c'est des sujets touchy et je ne veux pas me retrouver en difficulté parce que c'est quand même moi qui suis porteur de la sécurité de ça. Donc, plus j'identifie tôt ces craintes, plus je vais pouvoir les balayer. L'idéal, c'est que quand disons que vous avez une dizaine de craintes qui vont revenir souvent, il faut que vous ayez un argumentaire béton sur ces craintes-là et que vous ayez en une phrase la possibilité de sécuriser. C'est-à-dire que dès que la personne vous dit une de ces craintes que vous avez identifiées, que vous imaginez, vous lui donnez
vous parlez pas pendant 10 minutes. Hein. Vous lui dites une phrase qui va juste lui permettre, lui, de sortir cette crainte-là et elle ne reviendra pas dans le process. Si vous la laissez, ou que vous avez un argumentaire qui est un peu instable, on n'est pas sûr, vous dites un truc, ça se voit que vous ne croyez pas vraiment ce que vous dites, ça va rester, ça va venir vous pourrir votre cycle. Est-ce que vous savez qui sont les autres acteurs du projet ? Est-ce que vous avez, alors si c'est le cas, est-ce que vous avez obtenu une mise en relation avec les autres acteurs du projet ? Ça fait partie de la qualification de votre prospect de savoir s'il va vous aider ou pas. Et parmi l'aide qu'il va vous fournir, ça va être, il va vous donner des informations sur l'entreprise, il va vous donner des informations sur lui, sur le projet. Ça, c'est une première aide. Mais si jamais il parle avec vous et qu'il identifie qu'il y a d'autres interlocuteurs, est-ce qu'il accepte de vous mettre en relation avec ces interlocuteurs-là ? Alors, en général, ça survient plutôt après la réunion de présentation de la valeur. Parce que souvent, après la qualif, c'est beaucoup trop tôt, il n'est pas encore assez en confiance pour pouvoir vous mettre en relation avec d'autres gens, parce que lui, ça le met en porte-à-faux s'il n'est pas encore assez sûr. Est-ce que vous avez obtenu un second rendez-vous ? Est-ce que vous avez identifié des informations qui vous manquaient ? Et par rapport à ces informations qui vous manquent, est-ce que vous vous êtes dit, oulala, il y a des sujets un peu dangereux, quels sont les risques que je vois sur ce projet-là ? Ça peut être que le décisionnaire, je ne suis pas bien sûre d'y avoir accès, que le projet auquel il se couple, peut-être que ça a l'air flou, etc. Donc, il faut que vous ayez identifié ça. Donc, le mieux, quand vous êtes à deux, moi j'adore travailler à deux, mais c'est de se débriefer, de se poser ce genre de questions et d'en parler. Voilà, ça vous aide vraiment à structurer au départ. Après, vous pouvez le faire tout seul, ça marche très bien. Moi, je n'annonce pas la partie financière au début. Parce que la partie financière, il faut qu'elle arrive le plus tard possible. Il faut qu'elle arrive une fois que la personne est assurée de la valeur de ce que vous proposez. Donc là, la qualification, l'objectif, c'est de savoir est-ce qu'il y a un projet en fait. Ensuite, l'objectif, ça va être de faire prendre conscience à la personne la valeur de votre projet et la rendre vraiment ambassadrice et vous permettre de vous aider ensuite à convaincre les autres interlocuteurs et ensuite de bâtir une proposition commerciale. Parce qu'il ne faut jamais que la personne ait l'impression que vous fassiez de la rétention d'informations. Parce que ça ne va pas lui plaire. Par contre, vous pouvez donner une information qui n'est pas la réponse qu'elle attend exactement, même si vous le savez, et qui va lui permettre d'avoir envie de continuer à avancer avec vous. Moi, mes interlocuteurs en qualif, ils me disent souvent, mais du coup, comment ça se passe au niveau financier ? Ils me disent comme ça, hein, ils sont un peu gênés de me le dire. Et donc moi, je vais leur dire, eh bien écoutez, nous, on travaille sous format de licence annuelle qui va dépendre de plusieurs éléments qui vont être notamment le nombre de modules sur lesquels on travaille, le nombre de collaborateurs sur lesquels on travaille et même éventuellement la date à laquelle vous êtes prêt à vous engager. Et je m'arrête là. Je n'ai donné aucune info concrète quand j'ai dit ça. La personne, ça m'arrive peut-être une fois sur 15 que la personne demande plus. Si elle demande plus, je peux répondre plus. Et souvent, ma réponse plus, ça va être du coup, c'est très difficile pour moi de vous apporter une réponse au niveau financier tant qu'on n'a pas un petit peu construit le projet ensemble. Mais dès qu'on aura avancé, si vous avez le projet, je vais pouvoir vous faire une estimation très rapidement. En fait, je ne donne pas l'information, mais je tease sur l'information. Et les personnes qui vont juste vous dire un peu frontalement mais c'est quoi l'argent ? En général, ce n'est pas vos acheteurs. C'est des personnes qui vont être bas niveau dans l'entreprise ou qui n'ont pas vu la valeur de votre projet. Donc, en général, ce n'est pas les personnes qui vont pouvoir vous aider. Donc, c'est pas mal d'essayer de ne pas trop en parler au départ. Enfin, moi, au début, ça me stressait énormément de voir que la personne me posait frontalement une question et que j'allais répondre de façon détournée. Et en fait, ça marche assez bien. Et si jamais vous donnez le prix trop tôt, son attention va être obnubilée par ça et derrière, elle va pas chercher à comprendre la valeur et ça ne sert pas votre projet. Tu vois, ton interlocuteur numéro 1, tu as besoin que ça soit ton ambassadeur. Tu dois comprendre ce qui est important pour lui. Et du coup, tu ne dois jamais le vexer. Jamais, 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 jamais. Donc, ce que tu fais, à la limite, c'est, une fois qu'elle t'a donné les autres interlocuteurs, tu vas lui dire, bon, ce que je vous propose, c'est, vous souhaitez les inviter au prochain meeting. Eh bien, dans ce cas, moi, j'ai besoin de préparer au mieux ce meeting-là. Et donc, je vais donner de mon temps pour échanger très rapidement avec ces personnes-là avant la réunion pour comprendre quels sont leurs propres enjeux et comment est-ce que je peux aussi les aider sur ces sujets-là. Pourriez-vous me donner leur contact ? Et donc, tu vois, tu vas en fait lui expliquer pourquoi tu les contactes, lui dire que tu le fais. Et alors, le top du top, c'est une fois que tu l'as fait, tu fais un petit mail ou tu passes un petit coup de fil à ton interlocuteur numéro 1 et tu dis « Ah, j'ai eu un tel au téléphone.
C'était extrêmement intéressant. Merci pour le contact. On se reparle au meeting. Comme ça, la personne se sent valorisée. Elle sait qu'elle aide, elle est au courant de ce qui se passe. C'est important. L'erreur la plus courante que vous faites peut-être, et c'est que je faisais aussi, c'est de vouloir absolument tout présenter. Présenter tout ce qu'on fait, toutes ses fonctionnalités, parce que ce qu'on fait, c'est génial et qu'on a envie que la personne voit à quel point ce qu'on fait, c'est génial. Et en fait, c'est une grave erreur. En fait, ce qu'il faut que vous présentiez, c'est uniquement ce qui est pertinent pour la personne. Et ce qui est pertinent pour la personne, il faut l'identifier et il faut lui présenter que ça. Parce que déjà, les gens ne comprennent rien de ce qu'on fait en général. On est sur de l'innovation, c'est compliqué et les gens ne comprennent pas bien. Et ensuite, parce que les gens ne retiennent pas beaucoup et qu'ils vont se rappeler d'une seule chose ou deux ou trois maximum. En fait, il faut que vous arriviez à identifier quels sont peut-être les 3 éléments qui vont être les plus importants pour la personne à qui vous parlez et ne lui parlez que de ça, ou presque. Parce que là, après, vous aurez tout le temps de bâtir le projet, etc., de tout présenter, mais ce qu'il faut, c'est que ça fasse mouche. Et la simplicité, ça fait mouche. Donc, je vais vous présenter 3 éléments. Je crois qu'on s'arrête sur l'argumentaire. Je vais vous présenter le CAB et le SPIN. Et à partir de la démo, on fera pour la prochaine fois. Qu'est-ce que c'est que le CAB? Donc, c'est l'acronyme de caractéristiques, avantages, besoins. Ce qu'il faudrait que vous soyez capable de faire, c'est d'identifier les besoins de la personne à qui vous parlez. Est-ce que, à force de faire des qualifs, vous allez savoir quels sont les besoins numéro 1, les 3 premiers besoins, les trucs les plus importants, ou même les 10 besoins qui reviennent le plus? Donc, moi, par exemple, un des besoins, c'est répondre à une demande RH ou managériale de pilotage au niveau social, d'indicateurs sociaux en temps réel. Donc, pour faire clair, c'est savoir ce que ressentent mes collaborateurs en temps réel. Ça, c'est un besoin. Quelle est la caractéristique de mon produit qui répond à ce besoin-là? Eh bien, j'ai un tableau de bord dans mon outil qui me permet de suivre des indicateurs. Et mon analyse de données, elle se fait en temps réel. L'avantage de ça, c'est que ça permet un pilotage agile et une visibilité réelle sur le terrain. Donc, j'ai identifié que son besoin, c'était ça. Eh bien, je vais lui vendre l'avantage en travaillant avec Zest ou avec Linky, qui était le nom de ma boîte. Vous allez pouvoir avoir un pilotage agile, une visibilité réelle sur le terrain. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, regardez, on a un tableau de bord. Regardez, on a des analyses en temps réel. Et je ne vais pas lui parler des 50 autres fonctionnalités que j'ai développées, puisqu'elle n'en a rien à foutre, ça ne correspond pas à son besoin. Je ne vous ai pas mis une slide avec le tableau que j'avais fait moi parce que c'est imbitable. Mais en fait, il faut vous faire un tableau avec ces 3 colonnes, caractéristiques, avantages, besoins. Vous allez lister l'ensemble des besoins que vous identifiez. Vous allez lister l'ensemble des caractéristiques de votre produit qui correspondent à ce besoin-là. Donc, c'est en général 1 à 2 caractéristiques, 3 caractéristiques maximum pour un besoin. Et ensuite, vous allez traduire ça en avantages. Ce qui va vous permettre de vous concentrer uniquement sur ce qui est important. Et ça va changer la donne parce que vous ne présentez pas toutes les fonctionnalités. On ne fait pas ça, surtout pas. Ça, c'est pour préparer ton rendez-vous de présentation de la valeur. Il se peut que dans ta vente, si tu as 2 interlocuteurs très forts et qui ont des besoins différents, tu ne vas pas leur faire la même présentation s'ils sont pas ensemble. Ou s'ils sont ensemble, tu vas présenter les deux aspects qui sont importants pour eux. Mais après, tu vas te rendre compte que souvent, tes clients ont globalement les mêmes besoins qui reviennent. Mais c'est juste que souvent, tu as des fonctionnalités que tu développes pour des cas d'usage très précis ou des situations, etc. Et que ça ne sert à rien d'en parler si jamais ce n'est pas un besoin qui existe pour la personne. Et en gros, la partie de présentation de ta valeur, ce n'est pas une partie dans laquelle tu vas présenter tout ce que tu as et attendre que la personne en face, elle dise « Ah, ben tiens, ça et ça et ça fait écho chez moi ». Ce n'est pas dans ce sens-là que ça marche. Toi, tu as déjà dû valider ça pendant ta qualif, où tu as vraiment beaucoup posé de questions sur l'enjeu, sur le contexte. Et dans ta présentation de valeur, c'est toi qui t'adaptes à ce que la personne t'a dit avant. Et donc, tu présentes que ce qui fait mouche. Et c'est aussi ce qui va donner l'impression à la personne en face de dire oh, « Vous m'avez tellement bien compris et l'outil que vous proposez, c'est exactement ce que j'attends. » Parce que c'est exactement ce qu'il attend, parce que tu as fait le travail pour que ça le soit. Par rapport à ce que tu dis, ça signifie que tu te retrouves avec des prospects qui sont dans la partie « tout va bien » a priori. Tu es dans l'évangélisation, toi, en fait. Tu es exactement comme moi j'étais il y a 4 ans quand j'ai lancé mon projet. C'était l'enfer. C'est très difficile d'évangéliser un marché, mais tu peux le faire. Regarde, nous, maintenant, il y a des appels d'offres qui sortent à tout va.
parce que le marché a évolué. Quand tu es face à des prospects qui sont dans la situation de tout va bien, tu es dans la partie évangélisation et donc ton objectif à toi, ça ne va pas être d'aboutir une vente à court terme parce que tu ne vas pas pouvoir. Tu vas d'abord devoir lui faire prendre conscience qu'il faut changer quelque chose. Et ça, c'est la technique du spin. Et justement, c'était la dernière chose que je voulais vous présenter. C'est comment est-ce qu'on oriente un prospect pour qu'il voit la valeur de ce que vous proposez, alors qu'il est peut-être dans une phase où il se dit qu'il n'y a pas forcément de besoin. Alors ça, je vous avoue que moi, j'ai eu un petit peu de mal au départ à le mettre en place. Ça me mettait mal à l'aise. Et en fait, ça marche extrêmement bien. Alors ça nécessite un petit peu de doigté et de subtilité, mais vous allez voir. En gros, ça va être une série de 4 questions qui va amener votre interlocuteur à prendre conscience qu'il faut changer quelque chose et que vous allez apporter quelque chose pour que ça change. Donc, la première question, c'est une question de situation. Il faut comprendre le contexte. Donc moi, ce que je demandais à l'époque, c'était comment vos projets RH sont pilotés en interne. Ou je demandais comment avez-vous de la visibilité sur ce que pensent vos collaborateurs. Et donc là, les personnes allaient me dire j'ai pas de visibilité sur les projets RH en interne, ou j'ai une enquête annuelle, ou tous les 2 ans, ou je sais pas quoi. Donc, une fois que la personne vous a expliqué son contexte de situation, vous allez explorer avec elle les difficultés que ça représente. Donc, la question que vous allez poser, c'est quels sont d'après vous les points les plus ennuyeux de ce fonctionnement? Et alors là, vous obligez la personne à chercher ce qui ne fonctionne pas là-dedans. Ah ben, c'est pas très opérationnel, ça prend beaucoup de temps, c'est trop long, c'est difficile, etc. Si jamais, alors l'idéal, c'est que vous sachiez en gros quelles sont les difficultés de ça. Parce que comme ça, vous pouvez vous faire une petite liste et si vous voyez que la personne, elle sèche un peu, vous lui soumettez. Ah, bah peut-être que c'est trop comme ci. Et elle va creuser. Ensuite, une fois que vous lui avez fait dire à voix haute la difficulté, vous allez lui faire conscientiser le problème de ça. Donc, vous allez lui dire quelles sont les conséquences de ce fonctionnement pour vous et pour votre entreprise. Ah bah, les conséquences, c'est que ça nous coûte cher, du coup, il y a du turnover, du coup, machin, du coup, truc. Et donc là, la personne, là, elle souffre en fait. Vous l'amenez à souffrir, à conscientiser la souffrance qu'elle a. Et derrière, vous allez dire, ma proposition permet de solutionner ça. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Et c'est en faisant ce travail-là avec les personnes qui ne sont pas encore assez avancées dans le process que vous allez pouvoir évangéliser votre marché et conduire la personne à peut-être porter le projet avec vous. Et là, derrière vous allez pouvoir reprendre, une fois que vous l'avez amené à ça, vous pouvez continuer sur une qualification plus classique où vous allez, ok, d'accord, du coup, dans le contexte, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter, blablabla, blablabla, et vous reprenez tous ces éléments-là. Donc ça marche avec la partie évangélisation du marché et ça marche aussi très bien quand vous avez votre interlocuteur principal qui porte votre projet à fond et qui vous dit j'ai telle et telle et telle personne qui vont venir rentrer dans le truc de décision et qu'en fait ces personnes-là, vous ne les sentez pas chaudes sur le truc. Donc vous savez qu'elles vont peut-être planter votre deal derrière quand vous n'êtes pas là. Dans ce cas-là, il faut les amener dans le spin à comprendre qu'il faut changer quelque chose. Alors, ce qui peut simplifier, toi, ta démarche, c'est de demander, quand tu arrives à parler à quelqu'un, de demander en fait quel est le processus de décision en interne. Est-ce que tu poses la question vraiment? Qui sont les interlocuteurs qui vont décider, qui vont impacter la décision en interne? Si tu la poses frontalement comme ça, normalement, tu as quand même une réponse. Et si la personne te dit c'est le directeur de service, là, ta réponse à toi, c'est et donc, qui est le directeur de service? Et en fait, il faut que tu l'amènes à te donner les informations. Tu as besoin d'avoir de la visibilité sur le cycle de décision dans cet organisme-là. Donc, il y a ça. Ensuite, le coup du « on revient vers vous dans un mois ». Alors là, c'est classique. Moi, c'est exactement ce qui me faisait perdre tous mes deals. J'avais l'impression de faire super bien les choses. Puis après, on me disait « on revient vers vous dans 3 semaines ». Et là, plus de son, plus d'image. Tu as perdu ton deal, là, clairement. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est ne pas se retrouver dans cette situation. Et alors, comment tu fais ça? C'est facile. Tu ne raccroches jamais tant que tu n'as pas un prochain rendez-vous. Donc, quand la personne te dit on se reparle dans un mois, toi, ta réponse à ça, c'est merveilleux. Quelles sont les étapes que vous devez faire en interne d'ici notre prochain rendez-vous?
Ah bah j'ai une réunion de présentation avec les managers, j'ai ci, j'ai ça, d'accord. À quelle date est-ce qu'elle est cette réunion-là? Où je dois voir les autres acteurs du marché, d'accord. Quels sont les autres acteurs du marché que vous allez voir? En fait, quand elle te dit ça, toi, tu dois comprendre qu'est-ce qu'elle va faire d'ici là. Parce que des fois, elle va te dire, en fait, tu sais bien qu'elle... En fait, il n'y a rien. Normalement, si tu as bien qualifié, que tu as les enjeux, les décisionnaires, les machins, le timing et le périmètre, tu es plus en mesure déjà de savoir le coup du on se revoit dans un mois et qu'en fait, derrière, tu poses des questions sur qu'est-ce que vous allez faire pendant ce mois jusqu'à ce qu'on se revoie. En général, c'est qu'il n'y a pas eu les 4 éléments. Et moi, alors si jamais elle te dit on se reparle dans un mois, bon, un mois c'est trop long déjà. Même pour un grand organisme comme ça, il faut que ce soit des cycles de 2 semaines maximum. Sinon, ils ont totalement oublié. Du coup, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est tu la laisses pas te dire on revient vers vous dans un mois. Tu vas lui dire bon, bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un prochain rendez-vous d'ici 2 semaines où je vous présenterai la valeur du projet. De votre côté, comme vous m'avez dit qu'il y avait un tel et un tel comme décisionnaire et comme partie prenante, est-ce que de votre côté, vous envisagez de parler à ces personnes d'ici là? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider d'ici notre prochain meeting pour établir ensemble quelle va être la suite? Et donc, quand tu dis on se revoit dans 2 semaines, tu vas faire le même chemin. On se revoit dans 2 semaines, d'accord. Tu prends ton calendrier. Ah ben, qu'est-ce que vous dites de si je vous appelle mardi, ça vous va? Oui, oui, comme vous voulez. D'accord. Mardi à 11h, je vous envoie une invitation, ça vous convient? Ah non, non, en fait, le mardi, c'est pas possible. Et tu recommences jusqu'à avoir une date. Ah bon, bah peut-être jeudi à 10h. Ah oui, jeudi à 10h, oui, oui, je vois, je suis disponible. Je vous envoie une invitation. Bah, merci beaucoup en tout cas à tout le monde.